Bon, mesdames et messieurs, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue ici à Saint-Imier, un endroit magnifique. On est ici aujourd'hui pour le dialogue sur le climat et l'énergie organisé par le canton de Berne. Madame la conseillère du Grand Conseil de Wattenwil, Moussia de Wattenwil, Monsieur le maire, aussi bienvenue ici, tous les représentants, aussi les consultants en fait énergétiques, les entrepreneurs ici, aussi les propriétaires, soyez les plus bienvenus ici. Moi, je m'appelle Franck Schurch, je suis directeur d'Energy Cluster et j'ai le grand plaisir et l'honneur de vous modérer à travers cette soirée. Le thème ce soir, il est écrit ici, c'est le couplet idéal. Donc on parle de l'énergie solaire et aussi comment le combiner intelligemment, justement avec l'utilisation de l'énergie du bois. Mais je ne pense pas qu'on va se terminer là, parce qu'on va aussi aujourd'hui, ce soir, pas mal discuter sur la question du couplage sectoriel. C'est-à-dire si on veut avoir dans le futur vraiment un système énergétique qui fasse du sens, ça en 2050, surtout aussi décarbonisé à 100%, il nous faut combiner les différentes technologies de manière intelligente. Ça commence au niveau du bâtiment. Après, c'est le quartier, c'est la municipalité, c'est la région, c'est le canton, c'est au niveau national et c'est au niveau international. C'est un petit peu comme un puzzle. Donc il faut mettre tous ces petits puzzles ensemble et il faut que ça donne vraiment le beau image qu'on aimerait bien avoir à la fin. Moi, je propose qu'on commence maintenant pour connaître un petit peu l'image, ce beau image qu'on a ici sur place. Et pour cela, je donne la plus cordiale bienvenue à Monsieur le maire de Saint-Imier. Et je vous demande aussi de lui donner un accueil très chaleureux. Monsieur le maire. Bien, bonsoir à toutes et à tous. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cet événement. Je remercie le canton de Berne pour l'organisation et puis Monsieur Schurch. Voilà, donc ma partie, ou en ce qui me concerne, je vais vous parler du projet Solar Express qui a été validé par la population ici à Mont-Soleil. Donc on va s'intéresser vraiment à ce projet. Et pourquoi est-ce qu'il s'inscrit dans la stratégie finalement de la commune de Saint-Imier qui a toujours été un peu un rôle pionnier, qui a toujours joué un rôle pionnier au niveau de la production d'énergie renouvelable. Donc Saint-Imier et la production d'énergie renouvelable, je crois qu'on peut vraiment dire que c'est quelque chose qui est dans notre ADN. En 1990 déjà, il y a eu la première centrale que vous voyez ici, les panneaux. C'était la plus grande à l'époque centrale photovoltaïque de toute l'Europe. Donc voilà, on a été vraiment des précurseurs. Il y a toujours eu une excellente collaboration entre la commune de Saint-Imier, entre la société Mont-Soleil, entre les différents partenaires. Donc ça a toujours été un point fort, je dirais, dans ce projet. On a vraiment un ancrage local qui est fort et c'est aussi ça qui fait, je crois, la force aussi bien de la première centrale que du projet actuel, parce qu'il se fait vraiment en dialogue et en discussion entre la commune, qui est la commune sur laquelle se trouve la centrale photovoltaïque, la bourgeoisie, qui est propriétaire de la plupart des terrains où se trouve la centrale actuelle et la future centrale, aussi l'espace découverte énergie, mais ma collègue Moussia de Wattenwil vous en parlera certainement un peu plus, puisqu'il y a cette association qui a été créée pour vraiment promouvoir ce qui se fait à Mont-Soleil et sur toute la Crète. Il y a aussi la Goule et les BKV qui sont derrière. Donc il y a vraiment ce dialogue, cette collaboration entre toutes ces personnes. Ça fait d'autant plus de sens qu'on a aussi la centrale éolienne qui se trouve sur les crêtes du Mont-Soleil, pas uniquement sur la commune de Saint-Imier, répartie sur les différentes communes, ce qui est aussi la plus grande centrale du pays. Et puis finalement, pourquoi Saint-Imier s'est toujours associé dans ce rôle de pionnier? Notre slogan, vous le voyez aussi ici, c'est Terre d'énergie. Saint-Imier, Terre d'énergie. Donc finalement, ça s'inscrit vraiment pleinement dans tout ceci. Et si vous mettez tout ça, ça donne ce projet de Solar Express. Vous dire encore, vous l'avez ici, on a été reconnu par le canton de Berne comme un centre de compétences d'importance cantonale pour la production de nouvelles énergies renouvelables. C'est aussi grâce au travail de DE et de Moussia de Wattenwil. Et finalement, tous ces éléments réunis ensemble nous montrent
pourquoi est-ce que la commune a voulu dès le début aller dans ce projet Solar Express. L'opportunité ou pourquoi est-ce qu'il y a ce projet, ce n'est pas un projet qu'à Saint-Imier, hein, c'est une législation qui a été votée par le Parlement fédéral. On a un risque de pénurie d'énergie, particulièrement en hiver. Donc, c'est pour ça qu'il faut augmenter la production hivernale. Sur toute l'année, on n'est pas dépendant de l'étranger, on a un solde positif, mais pendant l'hiver, on doit importer de l'énergie de l'étranger. Dans le contexte géopolitique actuel, il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir. Je crois que si on peut être indépendant et subvenir à nos propres besoins, c'est une chose qui est positive. Et finalement, c'était aussi la volonté de continuer cet esprit pionnier et puis de contribuer à la production. Et puis, finalement, pourquoi la commune de Saint-Imier a été associée? Alors oui, ça se passe à Saint-Imier, ça c'est une chose, mais il y a cet article 71A alinéa 3 de la loi fédérale sur les énergies qui dit que pour une grande installation photovoltaïque, c'est donc ces projets Solar Express, il faut l'accord de la commune concernée. La commune concernée, là, en l'occurrence, c'est Saint-Imier. C'est pour ça qu'on a dû donner notre accord, que vous avez dû donner votre accord, puisqu'il y a plusieurs personnes qui ont le droit de vote à Saint-Imier qui sont présentes dans cette salle. Donc ça, c'est le projet, c'est une vue, c'est des images de synthèse, c'est une vue, là vous avez la centrale actuelle, et le projet, finalement, il se trouve sur toute cette partie-là. Il a une configuration qui est aérée. Le but, c'était pas de faire non plus des immenses... alors, ça prend beaucoup de place, mais c'était d'écarter quand même les rangées de panneaux. Ça permet, puisqu'ils sont à plusieurs mètres du sol, ils sont à 3 mètres du sol, entre 3 et 7 mètres du sol, ça permet de conserver la fonction de pâturage, qui sont des pâturages qui appartiennent à la bourgeoisie de Saint-Imier. Et ils sont intégrés avec des mesures agroécologiques pour finalement assurer une compensation aussi de toute cette surface qui sera utilisée par les panneaux. La production annuelle, elle sera de 11 gigawattheures, ce qui correspond à peu près à la consommation électrique de 2500 ménages. Et puis donc les tables, elles sont orientées vraiment, elles sont un peu moins plates, un peu plus verticale, merci Moussia, un peu plus verticale pour favoriser cette production d'énergie en hiver. C'est une procédure qui est complexe, c'est une procédure qui est exceptionnelle, entre guillemets, parce que ça a été voté par le Parlement fédéral comme ça. Et ça, finalement, ce transparent ici vous montre tout ce qu'il a fallu faire pour en arriver finalement à accepter ce projet. Il y a la commission urbanisme et mobilité qui a dû donner un premier préavis. Le conseil municipal également. Le conseil de ville, en octobre 2023, avait donné son accord au sens de la loi fédérale sur l'énergie. Entre-temps, il y a un référendum qui a été déposé contre cette décision. Il y a le projet qui a été complètement revu par les porteurs du projet, ce qui fait que le référendum a abouti, mais comme le projet n'était plus réalisable parce qu'il y a des propriétaires fonciers qui s'étaient retirés, il y a un nouveau projet qui a été déposé. Ce qui a donné lieu à un nouveau préavis de la commission urbanisme et mobilité, un nouveau préavis du conseil municipal. Et puis le conseil de ville, il a décidé en mars l'année passée de transmettre au peuple, vu que c'est un sujet qui est quand même hautement émotionnel, qui va impacter quand même de manière assez conséquente le paysage et Mont-Soleil, et ça donne aussi l'occasion aux gens de Mont-Soleil de s'exprimer. Ça a été un vote populaire le 9 juin 2024, vous voyez avec un résultat relativement serré, il y a eu 753 oui et 698 non. Donc ce slide, c'était vraiment pour vous montrer cette procédure, tout ce qu'elle a demandé. Puis on est une commune de taille moyenne, on n'a pas toutes les ressources, c'était pas simple pour nous. Donc, mais tout ça pour vous dire qu'on l'a fait volontiers parce que ça s'inscrit aussi dans cette logique. On l'a fait en accompagnement avec la commune bourgeoise. Et c'est vraiment ce dialogue dont je vous parlais au début qui pour nous est important et qui a fait que la commune de Saint-Imier a voulu se lancer là-dedans et que la majorité de la population a décidé de nous suivre aussi dans ce beau projet Solar Express qui aura des retombées du point de vue touristique, qui aura d'autres retombées pour Saint-Imier. Donc je crois que c'est vraiment une solution gagnante. Évidemment, il y a le paysage qui est impacté, mais il l'était déjà. Donc finalement, ça fait sens de continuer de développer où c'est déjà impacté. Et c'est ce qu'on souhaitait faire. Voilà, j'en ai terminé, j'ai un tout petit peu dépassé. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le maire, j'ai quand même 2-3 questions à vous.
Et c'est que, en quel sens est-ce que Saint-Imier, en tant que village, profite vraiment du Mont-Soleil? Alors pour nous, Mont-Soleil, ça fait partie de Saint-Imier, hein, c'est une partie importante, il n'y a pas de localité de deuxième zone ou de j'en sais rien quoi. Pour nous, Mont-Soleil, c'est vraiment un des pôles touristiques importants pour Saint-Imier. On a énormément de visiteurs qui viennent, il y a le funiculaire qui permet d'accéder à Mont-Soleil et c'est vraiment une zone qui est connue pour la qualité de ses paysages, qui est connue mais qui a aussi énormément de choses, hein. Il y a la centrale photovoltaïque, la centrale éolienne, il y a l'observatoire de Mont-Soleil aussi, il y a des métairies, donc c'est vraiment une carte de visite formidable du point de vue du tourisme pour Saint-Imier. À part de cela, est-ce que vous payez moins pour la kilowattheure qu'ailleurs? Alors, ça c'est des questions qui deviennent très précises. Je parle sous le contrôle de mon chef du service de l'équipement qui est présent, Monsieur Haddad. Donc Saint-Imier est propriétaire de son réseau et ça nous permet de maîtriser les coûts aussi. Ça nous permet, on fait partie de SACEN et de la charte, donc on peut faire des achats aussi groupés avec toutes les communes du Jura et du Jura bernois qui sont propriétaires de leur réseau. Et je crois qu'on arrive à avoir un tarif à Saint-Imier qui est compétitif, qui est plus ou moins comparable avec ce qui se fait dans les autres communes du Vallon qui, elles, sont plutôt chez BKV. On verra aussi, avec le prochain orateur, il va nous parler un petit peu plus sur ce qui se passe vraiment aussi à Saint-Imier, là où vivent les gens, là où il y a les immeubles et tout ça. Comment avancez-vous dans les thématiques de la mobilité, par exemple, et aussi au niveau de la rénovation des bâtiments? Alors, au niveau des services techniques, nous, on a mis énormément de choses en place. On a des crédits qui ont été votés par le législatif qui permettent d'équiper les grandes surfaces, notamment des usines, pour pouvoir favoriser la production d'énergie locale et aussi l'autoconsommation dans les usines. Donc on met ça en place avec les services techniques. On a un projet maintenant sur la patinoire. On a énormément de projets dans tout Saint-Imier, vraiment pour favoriser de la production locale et de l'autoconsommation le plus possible, pour pas devoir trop réinjecter dans le réseau, parce qu'on sait qu'à un moment, tout le monde réinjecte en même temps. Et puis ça devient des fois compliqué pour le réseau d'absorber tout ce surplus. Si vous avez 3 vœux à exprimer aux citoyennes et aux citoyens de Saint-Imier, qu'est-ce que ça serait pour arriver à une décarbonisation complète en 2050? Que 3 vœux? Que 3, oui. Bon. Il faut être précis. Oui, il faut être précis. Non, je pense que les gens, les Imériennes, les Imériens, qu'on s'approprie ce projet Solar Express à Mont-Soleil, parce que ça, c'est une contribution qui est vraiment tangible pour Saint-Imier, pour la décarbonisation. C'est de développer aussi sur les toits des habitations, de développer le plus possible aussi des projets privés, des projets d'installation photovoltaïque. Et puis troisièmement, je pense dans la mobilité, hein, on en parlait, c'est de favoriser d'habiter à Saint-Imier, d'y travailler si possible, ça fait en plus des rentrées fiscales, donc c'est d'autant plus intéressant dans la situation actuelle, mais c'est aussi d'utiliser les transports en commun. On se bat actuellement avec les CFF pour avoir une meilleure desserte, pour avoir la halte à la rue de la Clé, donc on fait vraiment tout ce qui est possible pour que les gens utilisent le transport en commun, et ça aide aussi à la décarbonisation. Mesdames et messieurs, vers la fin de cet événement, vous avez la possibilité de poser les questions, et pas seulement vous ici sur place, aussi les dames et messieurs qui sont online, qui nous regardent depuis leur maison, leur sofa, ou je ne sais pas où ils sont. Monsieur le maire, un petit cadeau pour vous, un petit ours de Berne. Merci. Merci. Maintenant, on va écouter Patrick Haddad. Il est le chef de l'équipement et des services techniques de Saint-Imier. Donc, on veut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe maintenant ici à Saint-Imier. Donc, aussi, applaudissons. Bonsoir à toutes et tous. Je vais vous expliquer ce qui se passe à Saint-Imier. Alors, je ne vais pas vous parler directement du couple énergie solaire et bois pour le chauffage, mais je vais vous parler d'un projet qui est très particulier, en tout cas pour nous à Saint-Imier. C'est finalement l'utilisation de l'énergie présente dans de l'eau potable pompée à 660 mètres de profondeur pour faire un système de chauffage à distance qui n'est pas basé sur de l'eau chaude qu'on transporte dans les maisons, mais qui est basé sur de l'eau tiède qu'on amène dans les maisons où sont des pompes à chaleur qui permettent d'élever la température et de chauffer les maisons aux températures nécessaires. On a fait un premier projet pilote. Bon, déjà, je vais parler de la situation à Saint-Imier. Le chauffage à Saint-Imier, finalement, il est comme dans beaucoup d'autres communes, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 45% des maisons qui sont chauffées avec
du gaz, à peu près la même quantité avec du mazout, et puis les derniers 10%, c'est le chauffage électrique. Ça, c'est en résumé la situation. Donc, on est effectivement dans une situation où il faut qu'on évolue par rapport aux objectifs de la stratégie 2050 de la Confédération pour décarboner finalement notre énergie de chauffage et puis aller vers des ressources plus renouvelables telles que l'énergie solaire, donc le photovoltaïque thermique, la géothermie basse et haute température, donc l'énergie qui se trouve sous nos pieds, qu'on peut atteindre par forage, le bois, et puis aussi éventuellement le biogaz et le gaz. Il y a différents gaz qui sont maintenant étudiés, comme l'hydrogène, etc., qui pourraient être utilisés dans les réseaux existants. On a eu la chance, il y a, à la fin du XXe siècle, de trouver une ressource en eau à Saint-Imier, enfin à Sonvilliers, une ressource en eau qui, finalement, se trouve très en profondeur. Vous avez ici une coupe géologique du Vallon, et puis nous avons fait 2 forages, un près des Sauges, pour ceux qui connaissent, sous le château d'Erguel, un autre un petit peu plus au nord, et puis on a trouvé une ressource en eau potable, parce que le but était de trouver de l'eau potable, extrêmement intéressante de par sa qualité, mais aussi par sa température. Donc cette eau, elle est à 19,3 degrés, et puis au départ, je dois vous avouer que beaucoup de gens se disaient, mais comment on va faire pour la refroidir ? C'était particulier, c'était un vrai problème. Comment on fait pour gérer cette température ? Alors, premièrement, il n'y avait pas de grands soucis dans la mesure où on peut distribuer de l'eau potable jusqu'à 25 degrés, donc à 19,3, finalement, ce n'est pas un problème. En plus, quand on veut chauffer sa maison, si on part avec de l'eau à 19,3 plutôt qu'à 8 degrés, on gagne déjà passablement de température. Et puis, troisièmement, ça a été une ressource qui, petit à petit, est entrée dans les réflexions et qui nous a permis d'élaborer un projet relativement original. Donc, pourquoi cette eau est à 19,3 degrés ? On la capte dans la partie bleue, ici, c'est des calcaires fissurés. Et puis, cette profondeur, c'est 660 mètres de profondeur, ce qui veut dire que les 19,3, ça correspond à une augmentation moyenne de la température dans le sol. On n'est pas dans la région de Bâle où ça augmente très très vite, on est simplement dans le Jura, ça augmente environ 3 degrés par kilomètre. Si on regarde, c'est tout à fait cette température que nous avons. Cette eau, elle est pompée donc à Sonvilliers et elle est transportée jusqu'au nord de l'hôpital. Alors on s'est posé la question, finalement, l'hôpital étant un grand consommateur de gaz naturel, les services, la commune de Saint-Imier possède dans son propre réseau de gaz naturel, on s'est dit pourquoi pas essayer de remplacer le gaz consommé à l'hôpital, 1,8 million de kWh, à peu près 180 000 litres de mazout par année, par cette énergie particulière. Alors ici, vous voyez l'installation qui extrait la chaleur de l'eau potable au réservoir qui se trouve au nord de l'hôpital. Donc ce sont des échangeurs à plaques. Donc ici, ils sont mentionnés 1 et 2. Ces échangeurs à plaques reçoivent de l'eau potable à 19,3, sortent la chaleur et renvoient dans le réseau de l'eau à 15,3 degrés. De l'autre côté des échangeurs de chaleur, cette eau qui est à 18,6 va en direction de l'hôpital et de l'ancien asile à la route de Sonvilliers 3. On verra après une autre photo, il y a des pompes à chaleur qui extraient de la chaleur et qui renvoient cette eau à 13,4 degrés. Et le circuit se fait des deux côtés. Donc il n'y a pas d'échange d'eau dans ces échangeurs de chaleur. On a un circuit réservoir d'eau potable qui passe ici à travers, qui est refroidi, qui retourne au réservoir d'eau potable, et un circuit de chauffage qui part depuis les échangeurs, qui va au client et qui revient aux échangeurs. À l'autre bout, vous avez à l'hôpital les pompes à chaleur qui se trouvent ici. Donc ces pompes à chaleur représentent une puissance de 550 kW, et vous les avez ici qui sont figurées. Donc là, dans ce cas-là, il y avait 3 pompes à chaleur qui fonctionnaient. Elles reçoivent donc de l'eau ici, à ce moment-là, l'eau était à 17,4 degrés. La température, l'énergie est extraite, et puis on peut chauffer l'hôpital à une température de plus de 70 degrés quand il faut, par exemple, faire des poussées de chaleur pour détruire les bactéries, la légionelle, etc.
On peut monter jusqu'à ces températures-là. En général, l'alimentation se fait aux environs de 60 degrés. On a une sécurité, c'est qu'on a maintenu la chaudière à gaz. Au cas où il y a un problème avec le système, ou si la température est vraiment trop froide, on peut mettre un appoint gaz pour faire fonctionner le système. Mais c'est vraiment extrêmement minoritaire, hein. Le but, c'est vraiment d'utiliser la température de l'eau potable. Voilà, ça c'est alors c'est un petit peu plus archaïque, ça c'est les sous-sols de l'ancien asile. Vous avez aussi une pompe à chaleur, effectivement, ici, avec cette pompe à chaleur qui permet de chauffer le bâtiment. Pour l'instant, il est inoccupé, donc il est hors gel. Mais le jour où il sera de nouveau occupé, on pourra directement le chauffer avec de l'énergie renouvelable qui est à disposition, qui fonctionne. La consommation du bâtiment Route de Sauvilliers 3, c'était 40 000 litres de mazout par année. Donc, en résumé, le bilan, c'est que nous produisons environ 1,5 million de kilowattheures thermiques avec ce système. On consomme pour ça un peu plus que 500 000 kilowattheures d'électricité. On a des appoints à gaz pour les périodes de grand froid, ce qui nous donne à peu près un coefficient de performance moyen sur l'année. Donc, toute l'année, c'est environ 3. Et puis les tonnes de CO2 économisées, vu que l'énergie qu'on utilise, c'est l'énergie 100% renouvelable, le seul CO2 qui est produit, c'est le gaz naturel en appoint ou dans l'urgence, ce qui fait qu'on économise ces 300 tonnes de CO2 économisées par année. Et le prix de revient tout inclus, les pompes à chaleur font partie du réseau. Les pompes à chaleur ne sont pas la propriété de l'hôpital, donc l'hôpital ne paye que sa facture des kilowattheures thermiques qu'il utilise. Tout ce qui est en amont est inclus dans ce prix de 15,5 centimes par kilowattheure. Alors, ce n'est pas gratuit, mais si vous comptez l'ensemble des coûts d'une installation mazout ou gaz, vous êtes à peu près, en plus le changement de la chaudière, le nettoyage, le ramonage, etc., vous êtes dans des prix qui sont peut-être un tout petit peu inférieurs, mais ceci est un chauffage sans CO2, sans production de CO2. La suite des opérations, donc nous avons réalisé ce petit chauffage à distance dans ce secteur, le projet pilote. L'étape suivante serait un projet de basse enthalpie, aussi basse température, dans le secteur au centre de Saint-Imier, entre, on va dire, l'école primaire et l'école secondaire, dans ce secteur ici. Il y a entre 20 et 25 bâtiments qui pourraient être accordés à la même source de chaleur. Et puis, un deuxième projet dans les plans, ça serait un chauffage haute température, celui-ci, dans le secteur qui se trouve au sud de la route cantonale, dans le centre de la localité, depuis ce bâtiment, finalement, jusqu'à la rue de la Suze. Les projets futurs, tels que je vous les ai mentionnés, donc c'est au centre, pour basse température, c'est environ 2 gigawattheures par année, 2 millions de kilowattheures qui pourraient être encore extraits de l'eau des Sauges. Il y a un potentiel limité. On est en train d'élaborer le projet. On espère présenter ce projet au cours électoral de Saint-Imier en automne 2025 pour pouvoir le mettre en service entre 2026 et 2027. Et puis le projet haute température, qui se trouve aussi dans la planification énergétique de Saint-Imier, ça représente plus de 50 bâtiments importants, donc c'est entre 5 et 7 millions de kilowattheures par année d'énergie thermique à distribuer. Et là, on a un défi, c'est qu'il faut qu'on trouve des ressources énergétiques. Alors, on sait que le bois est une énergie qui est limitée. Donc, en été, on serait plutôt à l'utilisation de l'énergie photovoltaïque produite localement et qui est produite en surplus pendant l'été parce qu'on la consomme plutôt dans la mauvaise saison. Et puis, compléter ça avec du chauffage à bois dans la mauvaise saison, peut-être du biogaz, éventuellement un appoint à gaz si nécessaire pour l'hiver. Ce projet est aussi en préparation. On est plutôt avec un planning qui prévoit de le présenter devant le corps électoral plutôt à la fin des années 2020, plutôt vers 2029-2030. Voilà, merci. Permettez-moi une question au public. Qui est propriétaire d'un immeuble ici? Levez la main, s'il vous plaît. Ah voilà, donc c'est beaucoup, hein, c'est la majorité, c'est presque 60-70%. Monsieur, j'ai une question. Si peut-être on peut retourner là pour les...
en fait, les projets futurs que vous avez montrés. Voilà. Si quelqu'un maintenant, un propriétaire, il veut savoir si son bâtiment dans le futur sera inclus dans ce périmètre en fait un CAD, est-ce qu'il peut voir ça quelque part sur un site internet ou est-ce qu'il peut vous appeler? Alors, ce document, il est extrait du plan directeur énergétique de la commune. Ce plan directeur énergétique a été élaboré en coopération avec 4 autres communes du Jura bernois. Il est maintenant en procédure de consultation à l'OACODE, donc au canton. Et on attend la validation du canton pour pouvoir communiquer et informer la population des projets qui sont inclus dans ce plan. Ce plan, il y a beaucoup de mesures qui sont incluses dans ce plan. Il n'y a pas que les chauffages à distance, mais il y a aussi le futur du gaz à Saint-Imier, parce que c'est des questions qui, quand vous allez mettre les chauffages à distance, vous n'allez parfois pas maintenir un réseau de gaz à côté. Ça serait de l'argent qui serait mal dépensé. Et puis il y a d'autres aspects en termes de mobilité électrique, en termes d'efficacité énergétique des bâtiments, etc., qui sont inclus dans cette planification. Mais comme on n'a pas encore un document validé, on ne peut pas vraiment communiquer à ce sujet. Donc, ça laisse un petit peu d'incertitude quand même pour certains propriétaires, parce que si maintenant on a un propriétaire et puis le chauffage à mazout, par exemple, se termine, il est cassé tout à coup, qu'est-ce que vous lui proposez de faire alors? Alors déjà, tout propriétaire qui veut avoir des informations au sujet de ce plan peut venir nous voir et puis on va lui montrer qu'est-ce qui est prévu dans son secteur, dans son quartier. On ne va pas attendre finalement la validation du plan pour communiquer, mais sur demande, on va dire comme ça. Et puis après, si une personne a des questions à ce sujet, elle peut très bien venir nous trouver et puis on regardera quelles sont les possibilités pour changer ce chauffage et l'améliorer. Et aussi que vous sachiez, mesdames et messieurs, si jamais ce cas figure arrive, que j'ai décrit juste avant, il y a toujours des solutions aussi temporaires. Donc, ne pensez pas que si aujourd'hui ça casse et puis le CAD vient seulement de 2 ans, qu'il faut absolument maintenant changer quelque chose. On peut aussi avoir des solutions temporaires, mais on peut discuter ça aussi plus tard. Oui. Juste encore une remarque, il y a aussi beaucoup de progrès qui se fait au niveau des pompes à chaleur RO, et maintenant aussi pour des grands immeubles, pas seulement pour des villas individuelles, donc ça peut aussi être une option de remplacer un chauffage avec énergie fossile avec une pompe à chaleur RO de plus grande dimension pour un immeuble à plusieurs appartements. Vous êtes le chef d'équipement chez Chercher des bornes aujourd'hui. Oui. Pour la voiture électrique. J'espère que vous les avez trouvés. Oui, j'ai trouvé, mais j'ai eu de la peine. Vous en avez combien maintenant à Saint-Imier? Alors, on en a 7 publics. Je parle de communal, je ne parle pas des bornes privées. Et puis, on en a encore 6 qui sont prévus cette année pour être installés. Et ces bornes sont bien utilisées, bien fréquentées? Oui, ouais, sont vous bien êtes content? Absolument, oui. Donc, il y en aura moins, il y en aura encore plus maintenant dans les mois qui suivent. Oui. J'ai une autre question, et puis ça concerne les CEL, les communautés électriques locales qui seraient possibles à partir du 1er janvier 2026. On a déjà la possibilité aujourd'hui des RCP et des RCP virtuels. Est-ce que vous planifiez d'organiser un CEL ici à Saint-Imier pour justement faire encore un couplage sectoriel plus avancé entre chauffage, électricité, etc. Alors, on doit adapter la législation locale et puis les produits électriques locaux à la nouvelle loi fédérale qui prévoit effectivement des CEL à partir de 2026. Peut-être vous voulez juste donner une définition du CEL pour que tout le monde sait ce que c'est un CEL? Alors la CEL, si vous voulez, c'est un groupe de personnes qui se trouvent dans un quartier, dans un secteur. On pourrait imaginer une CEL pour tout le village, finalement, qui échange les productions locales d'électricité et puis qui vend cette électricité non pas seulement à son voisin comme c'est possible actuellement, mais qui peut le vendre sur des secteurs beaucoup plus grands de la localité. Alors il y a des contraintes par rapport à l'utilisation du réseau, par rapport à un certain nombre de choses, mais effectivement à partir de l'année prochaine, c'est possible d'avoir cette vision plus globale au niveau de la vente et de l'achat de l'énergie locale. Et la législation aussi, en fait, le législatif a aussi décidé que maintenant on a des rabais sur l'utilisation du réseau public si justement ça se limite et ça doit se limiter justement à un terrain qui ne va pas au-delà en fait du terrain en fait d'une commune. C'est comme ça que c'est décidé. Mais alors, vous planifiez un CEL ici à Saint-Imier?
Alors nous, on est déjà très actifs avec les communautés d'autoconsommateurs. On a déjà des projets de communautés d'autoconsommateurs virtuels ou des regroupements de consommation propre virtuels qui sont possibles en 2025. Pour lesquels on est en train de voir un petit peu, parce qu'on a eu pas plus tard qu'il y a 2 semaines une conférence à Lausanne au sujet de la nouvelle législation, et on a remarqué qu'il y a certains aspects qui ne sont encore pas tout à fait bien définis au niveau de la législation et surtout de l'application de la législation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va continuer de suivre, et puis on espère être prêt pour l'année prochaine à faire face aux demandes qu'on nous fera pour créer des selles, ou alors être proactif et les proposer. Et ça, c'est des décisions qui vont après se prendre au niveau local. Vous connaissez la région très très bien ici. Si vous regardez, si vous comparez Saint-Imier avec les villages voisins, est-ce que vous êtes plus avancé, moins avancé? Comment est-ce que vous estimez cela? Alors, les villages voisins sont plus avancés au niveau du chauffage à distance, parce qu'on a des chauffages à distance. Le premier était celui de Courtary qui a démarré il y a très longtemps, et c'est des chauffages à distance à bois. Et donc, à ce niveau-là, on va dire que les autres localités sont plus avancées. Saint-Imier étant le seul distributeur roman de gaz du canton de Berne, a un chauffage finalement de réseau. Et puis, c'est vrai que les volumes de bois nécessaires, si on voulait chauffer toute la localité, sont tels que les ressources régionales, voire même suprarégionales, n'y suffiraient probablement pas. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont on s'est rendu compte. C'est pour ça que maintenant, on regarde pour développer des chauffages à distance haute température, mais avec plusieurs énergies, pour pouvoir essayer d'adapter au maximum aux énergies qui sont réellement disponibles. Mais merci beaucoup. Le deuxième point par rapport aux autres villages, après je m'arrêterai, c'est en fait que Saint-Imier est le seul village qui a ses services industriels. Et puis c'est vrai que ça permet quand même localement d'avoir un organisme qui permet d'implanter la nouvelle stratégie énergétique, peut-être de manière plus proche de la population. Les autres communes sont aussi très actives, donc c'est pas du tout, on n'est pas plus avancé que tout le monde, mais c'est un peu différent en termes de mise en œuvre de projets. On parlera de ça encore dans la discussion qui suit plus tard. Aussi un petit ours pour vous. Merci. Merci. Je crois que l'espace découverte. Qu'est-ce que c'est Moussia? Moussia de Wattenwil, vous la connaissez tous, elle est membre du Grand Conseil du canton de Berne. Et puis, souhaitons la plus cordiale bienvenue à elle. Merci. Je recule, non c'est pas. Voilà, ça c'est moi. Voilà, comme vous êtes tous du coin, je pense que vous êtes très familiers avec ce site, cette image, mais peut-être justement quelques mots sur qu'est-ce que c'est qu'Espace Découverte Énergie. J'espère que vous avez tous déjà entendu parler de cette association, mais qu'est-ce que c'est, qui est derrière, et puis ce qu'on fait. Donc là, vous avez un échantillon du plus grand parc éolien de Suisse, les 16 turbines qui tournent entre Mont-Soleil et Mont-Crozet. En fait, il y a eu 2 repowering et en plus des 16 qui sont sur place, il y en a 8 nouvelles qui ont été installées ou changées. Donc on a vraiment le plus grand parc éolien de Suisse sur nos sommets. Et puis on a l'ancienne centrale photovoltaïque qui devrait venir ancienne lorsqu'on aura réussi à construire l'extension. Corentin vous en a un peu parlé. Je vous en reparlerai. Alors, Espace Découverte Énergie, je réfléchissais un peu cet après-midi pour vous trouver la meilleure formulation. On pourrait presque dire qu'on a une espèce de panier à fruits. Espace Découverte, c'est le panier. On a quelques fruits qui viennent de notre verger, mais on accueille aussi les fruits de différentes associations. Vous voyez ici, si je prends le bon, ça c'est Mont-Soleil. On travaille avec l'Observatoire astronomique, la centrale photovoltaïque, la Société Mont-Soleil, la Société Juvent. Ces petits ronds avec les 3 hélices là, c'est le parc éolien. Donc on travaille avec la Société Juvent. On gère un sentier didactique, le sentier des monts, qui chemine de Mont-Soleil à Mont-Crozet, qui est un chemin didactique, qui a du matériel didactique à disposition sur notre site. En particulier pour les écoles, mais il y a toujours du monde là-haut. On estime environ 50 000 visiteurs par année. Donc on fait la promotion du pavillon
BKV de Mont-Soleil pour que les gens se familiarisent avec qu'est-ce que c'est que l'énergie éolienne, qu'est-ce que c'est que l'énergie photovoltaïque. Puis à côté de ça, en 2012, on a construit le Sentier des Monts. On partage avec les Spielhofer des panneaux didactiques aussi pour expliquer la tête de moine. On a des panneaux chez Longines, on a des panneaux chez Camille Bloch. Puis vous voyez vraiment qu'on a un tissu hyper riche dans la région. Je pense qu'on est souvent beaucoup trop humble par rapport à toutes les richesses qu'on a, entre le fromage, les montres. Il nous manque les banques, mais on n'a pas besoin de les avoir dans notre association. Mais donc nous gérons ces deux chemins. Et puis juste un mot sur l'histoire. Il y a plus de 30 ans, des visionnaires ont installé une centrale photovoltaïque à Mont-Soleil et quelques éoliennes. Et ils se sont dit, les gens vont venir parce que ça n'existe pas ailleurs. C'était la plus grande d'Europe à l'époque. Donc ils se sont dit, les gens vont arriver à Saint-Imier, ils vont prendre le funiculaire, donc c'est aussi notre partenaire, promouvoir les transports publics, comme l'a dit monsieur le maire. On va les faire cheminer jusqu'à Montcrozin. Et puis depuis là, on va les encourager à redescendre en car. Et puis on a créé quelque part ici le Triangle d'Or. Dans ses débuts, dans les années 96-97, Juvent, la société Mont-Soleil, s'est associée à Jura Bernois Tourisme, ça s'appelait comme ça à l'époque, pour qu'on ait tous les acteurs, autant dans la production d'énergie, mais aussi du tourisme, de l'information, de la vulgarisation déjà de ce que c'est que ces énergies renouvelables. Et puis en 2012, l'association a été agrandie aux communes, Saint-Imier, Villeray, Cormoray, Courtelary, ont été associés à cette vision parce que c'était les 4 communes de la région qui avaient à l'époque des éoliennes sur leur terrain. Elles ont été d'accord de mettre dans un pot commun la redevance vent, si vous voulez, si on pourrait l'appeler comme ça, qu'elles recevaient parce qu'elles avaient des éoliennes sur leur terrain. Et avec ça, elles ont été d'accord de développer cette notion de tourisme et de vulgarisation de ce que sont que les énergies renouvelables. Je vous ai mis ici, donc en quelques mots, les communes fondatrices d'Espace Découverte Énergie, qui est une association donc à but de promotion des énergies renouvelables, les 4 premières. Après, Tramelan a demandé à faire partie de l'association parce qu'ils ont aussi un parc éolien qui est en discussion depuis plus de 10 ans. On n'est pas les plus rapides en Suisse. Courgemont-Courtébert ont aussi des projets d'éolien sur leur terrain. Donc, on leur a demandé s'ils voulaient aussi faire partie de l'aventure. Et puis, finalement, Sonvilliers, qui est proche de l'accès de l'éolienne qui a vers l'assesseur, et puis Mont-Tramelan qui est un petit peu en sandwich entre les deux. Ils ont dit ok, on fait aussi partie de cette association. Le tourisme, je l'ai dit, ils sont là depuis le début. La société Mont-Soleil Juvent, c'est les fondateurs. La société des forces électriques de la Goule, BKV, le grand BKV fait partie d'Espace Découverte Énergie. Pour nous, ce qui est très important, c'est d'avoir aussi les écoles. Et puis le dernier venu, c'est le Suisse Energy Park, c'est en fait le réseau. Oh là, il me reste déjà plus qu'1 minute. Le réseau de la Goule qui regroupe vraiment ce mix énergétique. Donc tout ça, c'est ancien. 25 ans pour le Sentier Découverte, 27 ans pour Juvent, et puis les 30 ans de la Société Mont-Soleil. Donc moi, je vous parlais d'un panier à fruits. Ça, c'est tous les fruits que ces associations mettent dans notre élan. Et puis le but principal de DE, c'est la promotion des énergies renouvelables, savoir pourquoi on le fait, comment on le fait, qu'est-ce que ça peut vous apporter. Et puis, bon, je vais rapidement passer là-dessus, mais on discute toujours avec la population, que dans l'intérêt de la population, nous développons nos projets, d'avoir une vision à long terme de l'énergie, et ça devient crucial, on vous l'a dit, en hiver, on manque d'électricité. Et puis, c'est de partager les expériences dans le domaine des énergies renouvelables. En fin 2019, on a demandé au conseiller d'État, mais bon, avec tout ce qu'on fait depuis plus de 30 ans, est-ce qu'on ne pourrait pas devenir, donc Espace Découverte Énergie avec tous ses membres, le centre de compétences cantonales en énergie renouvelable. Ça nous a été accordé et maintenant on utilise un peu cette casquette qu'on a bien voulu nous donner pour partager plus largement qu'avec la région, mais au niveau national, les expériences. Vite fait, on a 3 volets. Le volet politique communal qui montre l'engagement des communes, ce qu'on a réussi à mettre en avant. Et puis là, j'ai juste mis une photo des journaux. L'année passée, le 13 mai, on a organisé une journée nationale à Mont-Soleil sur le bilan des projets Solar Express. Monsieur le maire vous a parlé du projet de Saint-Imier. Il y en avait presque une centaine en Suisse de ces projets au début sur papier. Puis actuellement, je crois qu'il y en a 4
qui ont obtenu le permis de construire. Et puis, ça devient gentiment le Solar Piano, et puis plus du tout le Solar Express. Et nous, on a fait venir à Mont-Soleil vraiment des gens de toute la Suisse, du WWF, aussi des ONG, pour discuter des différents défis qu'il y a autour de ces projets Solar Express. C'est aussi, je l'ai déjà dit, la formation et le tourisme. Donc, c'est tout ce qui est possible de visiter à Mont-Soleil. C'est nos sentiers didactiques sur lesquels on a des menuisiers qui travaillent avec nous. On a un ranger. On a des offres liées avec les agriculteurs qui peuvent faire de la vente directe. Et puis, on a un volet technique dans lequel on développe des offres, par exemple pour les écoles. Ça serait un de nos fruits qui est dans le panier. C'est une salle qu'on a appelée la salle GOGI, Go for Energy, qui est dans les locaux de la Goule, où vous pouvez venir vous amuser puis reproduire le mix énergétique qu'on a dans le terrain, dans le Swiss Energy Park, pour voir quand c'est qu'on consomme, quand c'est qu'on produit, quel est le défi du stockage, quels sont les défis saisonnaux. Et puis, ça, c'était un des grands projets phares 23-24. C'est le projet où on a testé des panneaux photovoltaïques. On pourrait dire qu'ils étaient aux soins intensifs pendant 2 ans. Tous les 15 secondes, ils étaient mesurés, combien ils produisent, quelles sont les influences des nuages. Et puis, on avait 5 types de panneaux différents. Puis, on a regardé vraiment ce qu'ils avaient dans le ventre. Est-ce que ce que le producteur annonce correspond à ce que vraiment le panneau produit. Ça, c'était un des grands projets auxquels Espace Découverte s'est associé. Puis on était, nous, là, responsables de l'information et de la formation au niveau de ce projet. Ça sera aussi notre tâche autour du projet Solar Express à Mont-Soleil. Il y a 3 grands partenaires, Corentin vous en a parlé. Il y a la Bourgeoisie, qui est le propriétaire terrien. Il y a les forces électriques de la Goule, qui est vraiment qui sera le producteur de l'électricité. Et puis il y a Espace Découverte Énergie, qui va utiliser son réseau pour travailler, par exemple, avec le Havel, qui va mettre des GPS aux genisses pour voir comment est-ce qu'elles se déplacent. Est-ce qu'elles vont aller se mettre à l'ombre des panneaux photovoltaïques? Est-ce que les herbages ils vont être monitorés? Est-ce que les herbages vont profiter de l'ombre des panneaux? Parce que vous savez qu'on a des étés de plus en plus secs. Puis en fait, l'estivage devrait durer jusqu'en octobre, mais on arrive maintenant à des mi-juillet où l'herbe est grillée, puis on n'est pas sûr que l'estivage puisse, à l'avenir, durer autant longtemps que c'est prévu. Donc on a la BFH, le Havel, qui sont très intéressés à faire du monitoring. On a invité la HEARC, invité la HESSO, et puis donc nous, on fait un peu le lien, on a un peu comme aussi le débattu sur un gâteau. On associe tous ces gens, on les met autour de la table pour dire, OK, comment est-ce qu'on peut aller de l'avant pour apprendre toujours plus de tous ces projets. Là, je vous ai mis les partenaires qu'on a. Autour du projet PV Bench, on a regroupé la BFH, la Société Mont-Soleil, puis Espace Découverte Énergie. C'est un projet sur 2 ans. Le Conseil de Jura bernois a soutenu notre démarche lorsqu'on a demandé pour devenir un centre de compétences cantonales. La Confédération a aussi subventionné le projet PV Bench par l'Office fédéral de l'énergie. Le canton de Berne, il est derrière nous, il est là aujourd'hui. L'AIB a été un sponsor de la salle Goji et puis de notre projet PV Bench, la Bourgeoisie qui est le propriétaire des lieux, la Société Mont-Soleil sans qui il n'y aurait rien à Mont-Soleil, les universités d'été qu'on organise avec les PFL et la BFH depuis 8 ans à Mont-Soleil. Il y a des étudiants de la planète entière qui viennent à Mont-Soleil. Donc il y a vraiment une grande renommée autour de tout ce qui se fait à Mont-Soleil. La HEARC, depuis 3 ans, on voit au début de formation une centaine d'étudiants à Mont-Soleil pour faire une journée sur la durabilité. Et puis la HESSO, c'est la grande école spécialisée de Suisse occidentale qui regroupe la HEARC. Voilà, j'ai mis du gaz. Si vous avez des questions, oui, le chrono est arrêté. Très bien. Donc, je ne vais pas te donner un cheval, mais un ours aussi. Merci. Moussia, tu as beaucoup parlé, en fait, de la nécessité du dialogue, de mettre les différents acteurs ensemble. Comment ça se passe aujourd'hui? Je prendrai l'exemple du projet Solar Express. On a bossé 1 année dessus presque jour et nuit. C'est-à-dire, on a rencontré les chemins pédestres, l'Observatoire, la Chambre d'agriculture, la Fondation rurale interjurassienne, les gens des communes, le WWF, BirdLife, ProNatura, les habitants de Mont-Soleil, pour leur expliquer pourquoi on faisait ça.
Et donc, je pense qu'actuellement, on peut plus simplement dire on vient poser un panneau photovoltaïque ou bien on vient poser une éolienne. Il faut qu'il y ait un concept autour, parce que la Suisse est un petit pays qui est beaucoup rempli. Et puis, on sait qu'il y a bien l'expression not in my backyard. Ça veut dire on vient produire de l'énergie renouvelable, mais pas chez moi. Ça me dérange. À Mont-Soleil, on sait que les habitants ne peuvent pas forcément facilement construire un garage ou mettre un Velux sur leur toit. Puis quand on leur dit « Ouais, mais attends, toi tu viens poser un panneau photovoltaïque de 7 mètres de haut, puis moi j'ose rien faire ». Donc c'est nécessaire et c'est important d'être transparent, de parler avec les gens et d'expliquer pourquoi on le fait, parce qu'on ne l'a pas non plus fait sur un coup de tête, quoi. C'est vraiment une demande de la Confédération, c'est Projet Solar Express. Et puis ce que j'ai trouvé bien dans le développement de ce projet, c'est que finalement, on prend nos responsabilités. On nous dit, OK, en Suisse, vous manquez d'électricité en hiver. On aurait pu s'épargner une année de travail et la suite, je veux dire. Puis dire, on ne fait pas, mais on est tous quelque part responsables. On utilise tous des électrons et puis on est bien content d'avoir toujours un bouton à disposition qui allume une lumière ou qui allume un ordinateur. Il faut aussi le produire quelque part et puis prendre ses responsabilités et assumer le luxe auquel on adhère. J'ai encore plusieurs questions à toi qui venaient online, mais je vais te les poser plus tard. Juste une dernière. Tu organises aussi une journée des portes ouvertes. Ah ouais, j'ai oublié d'en parler. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Merci. Oui, les 7 et 8 juin, d'ailleurs je voulais prendre des flyers puis je les ai oubliés, mais les 7 et 8 juin, vous êtes tous les bienvenus à Mont-Soleil de 10h à 16h. On organise ça chaque année. Vous pouvez visiter les centrales, vous pouvez aller visiter une éolienne en bas, vous ne pouvez pas monter au sommet. On vous donnera toutes les explications sur le photovoltaïque. On fait que chaque fois il y a des nouveautés, il y aura une nouvelle zone de test avec des panneaux photovoltaïques exotiques ou classiques. Et puis on peut aussi vous faire un petit résumé des résultats de PV Bench, c'est aussi en ligne. Et pour nous, c'est aussi un week-end important pour justement rencontrer les gens et puis expliquer pourquoi on a fait ça, quelles sont les attentes, quelles sont nos responsabilités envers les générations futures, et puis le fait d'accueillir des étudiants là-haut qui puissent faire un travail de bachelor, de master, et puis aider à l'innovation et puis enrichir Terre d'énergie et le centre de compétences. Et aussi les enfants sont bienvenus. Hein? Bien sûr, on a toujours des activités pour les petits et pour les grands à boire et à manger, et puis en principe le beau temps. Merci beaucoup aussi. Merci. Mesdames et messieurs, si vous avez une question concrète, comment dois-je faire pour avoir une installation photovoltaïque sur mon toit ou faire une isolation de bâtiment, etc. Comment le faire, c'est une des questions. Mais l'autre question, c'est aussi quel type de subvention puis-je avoir de la part du canton, par exemple. On a maintenant le conseiller en énergie, Jean-Luc Chuvet, qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Et puis, sois aussi le bienvenu. Hein. Merci. Alors voilà, bonsoir mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous présenter quelques exemples d'utilisation idéale soleil et bois. Donc là, on va parler plutôt d'énergie thermique. Le couple idéal pour l'énergie thermique, c'est le soleil et le bois. Et puis, moi, je suis le conseiller en énergie du Jura bernois, donc je suis à disposition de tout un chacun sur toute la région, c'est-à-dire les 40 communes du Jura bernois, dont bien entendu Saint-Imier. Et notre site internet où vous trouvez aussi toutes sortes d'informations, c'est jurabernoisenergie.ch. Alors je vais présenter simplement 2 exemples qui illustrent bien cette complémentarité entre le bois et le soleil. Premier exemple, c'est une maison tout à fait traditionnelle, ancienne, même digne de protection, 1767, et puis qui a été complètement renouvelée au niveau énergétique, tout d'abord sur son enveloppe thermique, qui a été bien améliorée, puisque tout a été isolé à l'intérieur, c'est-à-dire les murs, le sol et le toit. Les fenêtres ont été changées aussi par du triple vitrage, et puis ceci a fait en sorte que le certificat énergétique du bâtiment est devenu très bon. L'enveloppe est passée en classe B, alors qu'au
Au départ, elle était vraisemblablement en classe G. Et puis ensuite, sur la lancée, toutes les installations techniques ont ici été modifiées et renouvelées. La production de chaleur et la production d'électricité qui ont fait que le certificat énergétique est aussi devenu très bon en termes d'efficacité énergétique globale. Il a même atteint la note maximale du CECB, qui est la note A. Donc on va maintenant un petit peu s'attarder plus à ces questions-là de production de chaleur. Donc l'eau chaude sanitaire et le chauffage sont produits partiellement par une installation solaire thermique, donc des capteurs solaires thermiques, en fait 24 mètres carrés, que vous voyez ici, sur un pont qui est assez bien exposé contre le sud. En termes de puissance thermique, ça fait 12 kW. Et puis un grand accumulateur, que vous verrez une photo suivante, un grand accumulateur d'eau chaude, de plus de 3000 litres, 3250 litres, pour stocker toute cette eau chaude produite par les 24 mètres carrés de capteurs solaires thermiques. En ce qui concerne l'électricité, elle est aussi produite localement, à l'aide évidemment de panneaux photovoltaïques qui sont orientés sur 3 ponts différents, principalement le pont Est et le pont Ouest. Vous voyez ici 7 kW, environ 30 mètres carrés, et aussi un tout petit peu sur le pont Sud. Là, on aurait pu en mettre plus, mais de toute façon, il y en avait déjà assez pour cette maison. Je continue la présentation de cet exemple, numéro 1. Donc, finalement, pourquoi le solaire thermique? Parce qu'on parle beaucoup de solaire photovoltaïque, souvent. Mais ici, le point fort de cet exemple, c'est vraiment le solaire thermique. Finalement, il y a un rendement qui est très élevé. Les capteurs solaires thermiques, ils ont un rendement intrinsèque qui est beaucoup plus élevé que celui du solaire photovoltaïque, plus du double. Ça profite bien du soleil. Ça produit une certaine quantité d'énergie par année, donc 7500 kWh, ça c'est par rapport à cet exemple. Et puis finalement, cette chaleur, elle est facilement stockable dans ce grand accumulateur, ici 3250 litres, donc c'est simplement de l'eau chaude, qui est accumulée, stockée facilement. Ce n'est pas une batterie chimique, c'est juste de l'eau chaude. On arrive à couvrir l'ensemble des besoins thermiques avec cette installation à raison de 60%. Rien qu'avec les capteurs solaires thermiques, sur l'année, c'est le taux de couverture moyen annuel de 60%. Et le reste, ça c'est le Dream Team bois solaire, le reste, eh bien, c'est le chauffage à distance de la commune qui est au bois, et encore une cheminée dans la maison qui est au bois aussi. Donc tout ceci, c'est de l'énergie low-tech, ce sont des systèmes low-tech. Et puis c'est même possible de construire soi-même son installation, ce qui était le cas dans cet exemple ici. L'association Sebasol, c'est une association qui regroupe les intéressés, qui les coach, qui leur permet de construire eux-mêmes leur installation. Comme vous voyez ici, c'est une construction maison, mais cadrée au niveau de la qualité certifiée, où les gens font les soudures, etc. eux-mêmes. Donc finalement, ils maîtrisent bien leur installation, après la longue durée de vie aussi grâce à eux, grâce à leurs soins. Et puis, tout ceci a été assemblé par les propriétaires. Que ce soit de l'autoconstruction ou de la construction clé en main, il existe des subventions cantonales qui ont été doublées depuis cette année. Et il existe aussi une subvention communale pour Saint-Imier. Là, ça va dépendre des communes. Mais ces subventions cantonales doublées, finalement, ça me dénote aussi la volonté du canton d'aller de l'avant dans le solaire thermique aussi, pas simplement le solaire photovoltaïque. Ici, cette subvention cantonale, elle finance plus du tiers du coût d'une installation clé en main. Je passe directement à l'autre exemple, le deuxième, qui, voilà, je voulais mettre un exemple aussi qui s'applique aussi peut-être à un plus grand nombre. C'est une maison tout à fait contemporaine, une maison familiale des années 90, où il n'y a pas eu d'autres travaux sur l'enveloppe ou sur la construction du bâtiment. Voilà, elle était isolée comme elle était isolée en 1990. Il a été mis ces 4 capteurs solaires thermiques, donc vraiment des capteurs du marché, 8,5 mètres carrés. Et ces capteurs solaires thermiques font
de l'eau chaude sanitaire par une production instantanée et un appoint au chauffage. Donc c'est vraiment une petite installation, mais ce n'est pas l'installation minimale qui ferait que l'eau chaude sanitaire. Elle fait aussi un appoint au chauffage, mais elle est déjà un petit peu plus conséquente, mais facile à placer. Et cette installation, elle est en combinaison aussi là avec du chauffage au bois, mais c'est une production locale de chaleur grâce aux pellets, donc la sciure compressée en granulés. Une chaudière à pellets qui est à condensation, donc qui récupère aussi la chaleur des fumées, qui est de 12 kW pour les spécialistes en ordre de grandeur, et qui a une alimentation évidemment automatique, contrairement aux chaudières à bûches, puisque c'est une chaudière à pellets. Donc un tout petit peu plus de détails. Vous voyez ici un exemple de silo qui contient le stock de pellets. Donc c'est un silo textile, simplement, pendu sur 4 pieds, au fond du garage. Ce sont des éléments préfabriqués qui s'assemblent, même certains font le montage eux-mêmes. Et puis, depuis ce silo, qui est rempli donc une fois ou deux par année par le camion citerne qui se branche ici, eh bien, les pellets passent dans ces deux petits tuyaux, traversent la cloison, arrivent dans la chaufferie, alimentent la chaudière, ici. Ça, c'est une chaudière, vous voyez, ce qui n'est pas plus grosse qu'une chaudière à mazout. Et puis, qui est même ici une chaudière à condensation, donc c'est vraiment le high-tech. Et puis, cette chaleur-là, elle part dans l'accumulateur, donc dans un grand réservoir d'eau chaude. Cet accumulateur est chauffé en priorité par les capteurs solaires thermiques qu'on a vus avant sur le toit. Et lorsqu'il n'y a pas assez de chaleur solaire, c'est la chaudière à pellets qui alimente ce grand réservoir d'eau. Et ce grand réservoir d'eau, après, il va chauffer les radiateurs de la maison. Alors, quelques points forts par rapport à cette combinaison idéale, c'est que la chaudière elle est complètement arrêtée une bonne partie, voire la moitié de l'année selon les saisons. Ça fonctionne de manière très efficace puisque la chaudière, elle fonctionne plutôt que l'hiver quand il faut vraiment donner de la chaleur et puis elle n'est pas toujours en train de s'allumer, de s'arrêter en plein été juste pour faire de l'eau chaude sanitaire. Par conséquent, on a une prolongation de la durée de vie par rapport à une chaudière qui devrait tout faire toute seule. Et puis, on consomme moins de pellets aussi parce qu'on profite de cette chaleur solaire. L'exploitant, le propriétaire, a remarqué qu'il pouvait aussi un peu améliorer le fonctionnement et optimiser l'énergie solaire en réglant bien par rapport aux horaires, par rapport à la saison, éviter les relances matinales qui sont un peu typiques dans une chaudière qui veut toujours que le matin ça soit bon chaud, mais plutôt attendre que le soleil vienne faire son travail gratuit. Et puis, selon les saisons, ça change un petit peu aussi les horaires. Donc voilà les points forts de cette installation. Et puis j'aimerais aussi rappeler que finalement le bois c'est de l'énergie solaire stockée. Donc on peut stocker l'énergie solaire photovoltaïque dans des batteries. On peut stocker l'énergie solaire thermique dans de l'eau chaude, mais on peut aussi stocker l'énergie solaire dans les arbres, dans le bois, et puis après récupérer cette énergie quand on en a besoin plus tard. Donc c'est vraiment le couplage idéal. Et vu qu'on m'a donné que 5 ou 6 slides, j'arrête déjà, mais je rappelle que je suis à disposition en tout temps. Vous avez ici mon numéro de téléphone, mon email, et puis je fais des entretiens téléphoniques ou sur place si c'est nécessaire pour toutes les sortes de thèmes qui ne sont pas que le chauffage, mais qui sont aussi l'électricité, la mobilité, les bornes de recharge, etc. Mais sur le site internet, vous avez énormément d'informations qui figurent déjà. Merci de votre attention et votre participation. Merci beaucoup Jean-Luc, aussi un petit cadeau pour toi. Tu parlais du CECB au début. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un CECB? Tout le monde? Ok, tu peux juste dire en 2-3 mots ce que c'est? Alors c'est une expertise énergétique de la maison qui définit ses qualités au niveau de l'efficacité et de l'impact sur le climat
Et puis le résultat se résume simplement par l'étiquette énergétique, comme vous avez sur les appareils électroménagers, qui va de A le mieux jusqu'à G le moins bon. Et puis le bâtiment, il a des classes énergétiques qui se réfèrent à cette étiquette. Donc ici, c'est un bâtiment de classe BA, ce qui est déjà très bon. Et en général, si c'est un bâtiment qui n'est pas isolé et qui est chauffé au mazout, c'est plutôt GG ou GF. Encore plus simple, en fait, c'est un rapport fait par des experts comme lui qui analysent la maison, qui vous disent aussi ce qu'on pourrait faire pour arriver à une meilleure efficacité possible. Un principe de diagnostic de performance énergétique, c'est ça? C'est ça. Correct. J'ai une question ici du chat, en fait, qui est entrée. Qu'est-ce qui explique le long développement et le faible engouement pour le solaire thermique? Alors, le solaire thermique, il a toutes ces qualités que j'ai mentionnées, ou encore plus, qui restent toujours vraies. Et puis, le solaire photovoltaïque est venu prendre de l'ascendant récemment, alors parce qu'il y a aussi d'autres qualités et d'autres avantages. Donc, c'est un peu une compétition, malheureusement, entre ces deux sortes d'énergie solaire. Alors, nous, les énergéticiens, finalement, on préfère l'énergie solaire thermique parce que c'est l'essence même du renouvelable. C'est quelque chose qui est très efficace et puis qui fonctionne d'une manière très simple, low-tech. Mais ça peut être moins rentable au niveau économique que le solaire photovoltaïque. Dans certaines conditions, le photovoltaïque peut être moins cher. Surtout dans le cadre d'une habitation individuelle, le solaire thermique est vraiment très rentable, très économique, lorsque cette chaleur solaire elle est toujours utilisée. Elle est vraiment utilisée sans surplus qui reste inutilement chaud. Donc c'est surtout des installations dans des maisons à plusieurs familles où on peut vraiment rentabiliser très bien. Pourquoi on reçoit des subventions aujourd'hui? De tout. Alors on reçoit des subventions, c'est un encouragement qui devrait être temporaire pour donner un coup de pouce pour crédibiliser vos choix. De façon à ce que vous puissiez vous dire, oui, ça m'intéresse, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ah oui, alors le canton donne de l'argent, la Confédération donne de l'argent, donc ça doit être bien. Et puis c'est aussi pour aider au niveau bêtement économique, parce que finalement, quand vous achetez une installation comme ça, c'est comme si vous achetiez votre énergie tout d'un coup pour les 25 prochaines années. Après, tout est gratuit. Donc c'est clair que le premier pas, cet investissement initial, il n'est pas forcément facile. Mais concrètement, pour l'enveloppe, par exemple, si je fais une isolation, je reçois quelque chose. Pour l'installation photovoltaïque. Ah, pourquoi? Ouais. Pas pourquoi, mais pourquoi? Non, pourquoi? Ouais. D'accord. Alors pourquoi? Oui, alors en fait, plus ou moins pour tout. C'est-à-dire quand vous isolez toute votre maison, ou bien que vous changez votre chauffage, ou que vous mettez des installations solaires, il y a des subventions. Voilà, et c'est Suisse allemand, ce qui se passe. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Jean-Luc, et puis on parlera encore plus tard dans la discussion. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, le prochain orateur, il est pour moi très spécial. Je ne pouvais pas l'attendre pour le voir. C'est David Haney, c'est un agriculteur. Donc c'est quelqu'un qui a pris l'initiative de vraiment monter un projet avec la biomasse et le biogaz. Et puis on aimerait bien savoir comment vous avez fait ça et quel est le statu quo de ce projet. Bienvenue. Voilà, je vous souhaite la bienvenue. Voilà, je m'appelle David Haney, je suis agriculteur sur le plateau de Diesse. On a eu la grande chance de pouvoir reprendre une grande structure qui appartenait au canton de Berne en 2018. Donc on exploite 13 bâtiments. Vous voyez, il y a quelques énergies renouvelables qui sont déjà là au niveau panneaux solaires. Tout ce qui concerne la méthanisation, on va planter la pioche les prochains jours qui viennent. Donc c'est un projet qui est imminent, qui va se réaliser dans le courant de l'année. Peut-être quelques clés au niveau de l'exploitation. Donc on exploite une surface relativement élevée, 245 hectares de surface agricole utile. On a un troupeau de 75 vaches laitières, 18 vaches allaitantes, une soixantaine de genisses, une septantaine de bœufs de pâturage, quelques poules pondeuses, des porcs à l'engrais. On a une production de plantons de légumes, on fait environ 20 000 plantons de légumes pour la vente directe qu'on vend sur l'exploitation. Avec bien sûr un magasin de vente directe pour vendre la production qui est, en tout cas partiellement, qui est faite sur notre exploitation.
Au niveau des grandes cultures, ben voilà, 35 hectares de céréales, donc du blé, de l'épeautre, de l'avoine, enfin à peu près toutes les sortes que vous pouvez avoir. Du colza comestible, donc pour de l'huile. 3 hectares et demi de pommes de terre, environ 4 hectares de betteraves sucrières. Des cultures maraîchères, donc à peu près tous les légumes que vous pouvez trouver, en fonction de la saison. Et puis ben, bien sûr des prairies pour nourrir nos bêtes. Et puis ben, la surface restante, ben, des pâturages et bien sûr des compensations écologiques. Et puis le tout en qualité bio-suisse, ce qui est le grand défi quand vous exploitez une surface pareille. Voilà, au niveau production de l'énergie, donc c'est vrai que nous, dans notre développement, dans notre stratégie, on va dire d'entreprise, ce qui a toujours été important et ce qui est important aussi pour le futur, c'est l'autonomie. Aujourd'hui, vous savez, l'agriculture, ben, elle subit des fortes pressions au niveau des marchés. On est un des seuls métiers où on nous impose les prix d'achat de nos produits. Donc moi, je suis producteur, je vends mon litre de lait, ce n'est pas moi qui vais fixer le prix. On va nous l'imposer, enfin, les acheteurs vont nous l'imposer. Vous voulez pas. Je prends l'exemple du lait ou des céréales, ben, on a des interprofessions qui vont fixer des prix au niveau national. Donc je ne vais pas pouvoir dire, ah, si celui-là, il ne me paye pas assez, ben, je vais chez celui-là. Ça s'équivaut quasiment. Donc c'est vrai que nous, ce qu'il faut dans notre métier, c'est de gérer nos coûts de production. C'est le seul levier qu'on a pour gérer en fait notre marge, notre bénéfice. Donc c'est vrai qu'en gagnant en autonomie, ben, c'est un levier qu'on a pour diminuer nos coûts de production. Une exploitation agricole telle la nôtre, qui a du bétail, avec la traite, il faut de l'électricité pour les séchoirs en grange, pour sécher du foin, pour les brasseurs à lisier, pour plein de choses. Ben, on est tributaire de l'électricité. Sans électricité, on ne fait plus rien aujourd'hui dans une ferme. Et puis, ça, c'est un des points. Donc, c'est vrai qu'un premier pas qu'on a fait, c'est qu'on s'est lancé dans l'installation de photovoltaïque. Donc c'est vrai qu'en agriculture, on a souvent des grandes toitures. Et puis je dirais c'est des bâtiments qui se prêtent bien, qui sont justement, vous le voyez là, on a recouvert actuellement 3000 m², donc c'est déjà pas mal. Puis on a encore du potentiel qui est là. Donc voilà, en 2021, on a fait le premier pas avec ces 3000 m², où on a un pic de production environ de 600 kW quand tout joue. On a un prochain projet d'extension où on va recouvrir un bâtiment suivant de presque 1500 m². Et puis là, une spécificité qu'on va faire, c'est qu'on va rehausser notre installation photovoltaïque. On ne va pas la plaquer sur le toit. Puis on va aspirer l'air qu'on utilise pour sécher le foin sous ces panneaux photovoltaïques, où on gagne au niveau température. Donc l'été, je ne sais rien, vous aspirez de l'air à l'extérieur peut-être à 30-35 degrés, puis sous les panneaux, vous aspirez de l'air à 45-50 degrés. Donc vous diminuez votre humidité relative drastiquement, on est en dessous de 10%. Donc vous gagnez en efficacité au niveau du séchage de foin, donc vous consommez moins d'électricité avec votre ventilateur. Enfin voilà, c'est un cercle vicieux. Et puis, on a aussi un chauffage à distance avec du bois déchiqueté d'environ 300 kW pour chauffer tous ces bâtiments que vous avez vus. On a besoin de chaleur aussi. Puis c'est vrai que nous, on avait ce défi, c'est que notre séchoir en grange ou d'autres installations, on consomme de l'électricité aussi quand il fait nuit. La traite le matin à 5 heures, l'hiver, on n'a pas de soleil, donc on n'a pas d'électricité. C'est vrai que ça fait un moment qu'on réfléchissait comment ce qu'on pourrait faire, parce que c'est vrai que le stockage actuellement, c'est quelque chose qui est relativement compliqué et assez cher, surtout quand vous avez des consommations comme on a chez nous. Et puis c'est vrai qu'on a aussi, quand vous avez du bétail, des grosses productions d'engrais de ferme. Et puis je ne sais pas si vous avez déjà vu l'hiver, vous avez ces tas de fumier qui fument. C'est de la chaleur qui part, donc ça travaille, il y a de l'énergie là-dedans. Et puis c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup fasciné, puis je me suis dit, mais cette énergie, elle part en l'air en fait. Donc on perd de l'énergie, on perd de la chaleur, on pollue, parce qu'il y a du méthane, il y a du CO2 qui est émis. Et puis c'est vrai que ça a toujours été une passion pour moi de voir ces installations de biogaz. Parce qu'en fait, on a de la matière utile qui est là, et puis on a le potentiel de la valoriser. Donc ça fait 2 ans qu'on a débuté ce projet qui va aboutir cette année, donc d'une installation de méthanisation, comme on peut dire, de biogaz, mais agricole. Donc en fait, on va uniquement introduire
des engrais de ferme, que ce soit du fumier, du lisier ou éventuellement des résidus végétaux qu'on a sur l'exploitation pour en fait produire de l'électricité et de la chaleur. Donc voilà, il y a quelques données techniques. Donc, par rapport à l'installation, c'est une installation unique, c'est la première qui va être fabriquée telle qu'elle en Suisse. La plupart du temps, vous avez 2 silos. Peut-être vous avez déjà vu, ça commence quand même à venir gentiment en Suisse. Donc vous avez 2 cuves avec ces ballons. Ici, c'est en fait un projet très innovateur parce qu'on aura une cuve dans l'autre. Donc ici, au milieu, vous avez le digesteur où va se passer la méthanisation effective. Et puis autour, vous aurez le post-digesteur. Donc en fait, ce qui est très intéressant de ce concept, c'est qu'on économise énormément de place et puis ça devient un peu plus discret dans le paysage. Puis comme vous voyez ici après, il y a sur une partie de ce rond, il y aura le ballon de gaz où le gaz est stocké. Donc voilà un peu les volumes. Donc le digesteur au milieu, environ 500 m3, le post-digesteur 900 m3, une puissance moteur de 50 kW. On va introduire environ 4700 tonnes d'engrais de ferme par année. Ces engrais de ferme ils vont passer environ 110 jours entre le post-digesteur et le digesteur pour une production annuelle d'électricité d'environ 300 000 kWh. Et puis 380 000 kW de chaleur. Donc vous voyez, c'est assez impressionnant ce qu'on arrive à récupérer de ces engrais de ferme qui sont stockés et puis qui attendent qu'on les épande sur le champ. L'investissement, il se compte à peu près à 1 200 000. Donc c'est un concept qui est économiquement très intéressant. Dans des installations de comparaison, on rajoute facilement 300 000 à 400 000 francs de plus. Mais ce prix il est vraiment lié à ce concept où on a un dans l'autre. Quelques avantages du système. Donc c'est vrai qu'on va fortement réduire les émissions de CO2 et de méthane. C'est vrai que l'agriculture actuellement subit quand même pas mal de pression parce qu'on nous dit qu'on pollue. Oui, on pollue, mais on fixe énormément de CO2 par le biais de nos cultures. Un herbage, une culture, elle absorbe du CO2. Donc là, je pense qu'on a vraiment un énorme potentiel au niveau du réchauffement climatique et puis de la pollution. On récupère, comme j'ai dit, l'énergie des engrais de ferme. On a une grande autonomie au niveau de l'approvisionnement d'électricité de jour comme de nuit. On a un moyen de stockage aussi de notre énergie parce que notre moteur il n'est pas obligé de tourner jour et nuit. Je prends l'exemple du séchage en grange. Ce qu'on va faire, c'est que le moteur, pendant la journée, quand on a nos panneaux photovoltaïques qui produisent de l'électricité, il sera arrêté. Puis la nuit, pour coupler le besoin d'électricité, parce qu'on ne peut pas arrêter un ventilateur qui sèche le foin pendant la nuit, parce que sinon le tas il chauffe et puis on a des risques d'incendie, c'est le biogaz qui va produire ce qu'il faut. Dans notre cas, on va supprimer 2 chauffages à mazout qui chauffent des maisons d'habitation, où on va utiliser la chaleur résiduelle qui est issue du biogaz. Et puis un point qui est quand même pour moi un point très important, on aura une meilleure valorisation et puis une meilleure disponibilité de l'azote dans les engrais de ferme. Donc en fait, on va augmenter le potentiel de nos engrais de ferme qu'on a sur place. En fait, l'azote que vous avez dans un lisier, dans un fumier, il sera plus disponible après la digestion. Donc en fait, on va se rapprocher à une efficacité d'un engrais chimique. Donc vous voyez avec un produit naturel ce qu'on arrive à faire. C'est quand même du miraculeux pour moi. Puis bien sûr, les odeurs des engrais de ferme, c'est vrai que quand vous voyez le printemps, les agriculteurs qui vont mener le lisier, c'est pas toujours des odeurs agréables, mais voilà, ça fait partie de la vie. Puis en fait, en faisant passer vos engrais de ferme à travers de ce méthaniseur, en fait, vous allez fortement diminuer après les émissions d'odeurs, qui sont surtout liées à l'ammoniac en fait qui est évaporé. Donc vous voyez, c'est une installation qui est, je dirais, très, très, très intéressant au niveau agricole. Et puis, je dirais, en Suisse, on a un grand potentiel. On en a plein des fermes. Que ce soit au niveau solaire, que ce soit au niveau biomasse. Et puis ça, aujourd'hui, je pense que c'est un énorme potentiel qu'on peut exploiter. Et puis, je dirais, de notre côté, on fait énormément déjà. Dans le monde agricole, vous voyez, moi, je suis un des exemples, mais il y en a plein d'autres, des fermes qui essayent de trouver des solutions pour aider à cette transition énergétique qu'on entame déjà et puis qu'on va entamer les prochaines années.
Voilà. Merci beaucoup, David. Très intéressant. Une petite question, tu as dit, ça coûte, c'est un investissement de 1,2 million, mais le temps d'amortissation, vous comptez combien de temps? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que on touche des aides pour construire des installations comme ça. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi sur l'énergie qui est entrée en vigueur en 2025, donc au 1er janvier de cette année, avec ce type d'installation, donc où on travaille avec 100% d'engrais de ferme, nous, on va toucher une subvention de la Confédération d'environ 60% à fonds perdus. Donc, c'est très, très intéressant. Concrètement, temps d'amortisation? Donc, le temps d'amortisation, nous, ce qu'on doit financer par nos propres fonds, on va l'amortir sur 20 ans. Voilà. Mais ça, c'est très bien. Dis-moi, tout le processus pour recevoir les permis de construction, etc., est-ce que c'était un problème une fois ou pas du tout ici? Alors, je dirais, dans notre cas, ce n'était pas trop le problème, parce qu'on a mis la pression. En fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que ce biogaz, il est lié à un agrandissement de l'écurie. Et puis, il nous manque de la capacité de stocker des engrais de ferme. Donc, en fait, l'un n'allait pas sans l'autre. Et puis, à un moment donné, nous, on a reçu la permission de agrandir l'écurie, donc il fallait qu'ils nous donnent l'autorisation pour le biogaz pour qu'on soit en règle au niveau du stockage des engrais de ferme. Donc ça allait rapidement, on a mis 6 mois pour avoir l'autorisation de construire. Voilà. Si vous savez où presser, puis quelle vie actionner, ça avance. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on voulait que lui soit absolument ici sur scène, parce que si on veut, il y a toujours un chemin, on peut y arriver. Donc, félicitations, c'est vraiment, t'es un précurseur, hein, c'est fantastique. Bravo, applaudissons. Hein. Voilà, maintenant c'est la discussion, donc j'aimerais bien vous demander de revenir ici devant pour que aussi vous ici dans le public vous puissiez poser des questions, que ce soit à Monsieur de Wattenwyl, à Monsieur le maire, à nos collègues aussi des services industriels en fait ici de Saint-Imier. Donc si vous avez des questions, c'est votre moment maintenant. Je prends pour commencer une question qui est entrée ici par le chat. Elle est un peu longue, mais je pense que c'est pour toi. Dans le contexte des objectifs de neutralité carbone, je m'intéresse aux solutions de piles à combustible pour la production décentralisée d'électricité et de chaleur, comme le projet Enefarm au Japon. La personne aimerait bien savoir si ces projets de Enefarm, comme on le fait au Japon, est aussi appuyé par le canton. Alors, il n'y a pas de programme de subventionnement standard général qui permettrait d'appliquer un tarif que chacun pourrait obtenir. Non. Par contre, il y a des soutiens pour des projets pilotes et démonstrations. Ça, c'est plutôt la Confédération qui les finance. Et puis, il y a des soutiens financiers aussi pour des études ou des réflexions que le canton donne. Donc, quelqu'un qui est un pionnier, qui veut essayer quelque chose, il peut trouver du soutien. Ça serait à ce stade-là. Merci beaucoup. Il y a ici Kelly qui est là avec un microphone. Donc, qui veut poser la première question? Voilà, là. Tobias, on a Bonsoir. 2 personnes avec les micros. Ça marche? Non? Oui, oui. C'est bon. Monsieur Haddad, peut-être juste quelques mots par rapport aux communautés d'autoconsommateurs. On trouve les infos sur le site de la commune, des services industriels. Alors il y a bien évidemment aussi, il y a des informations, mais sinon vous venez directement discuter avec nous. Oui. Prenez rendez-vous et puis on est tout à fait disposé à vous informer et puis à vous aider à mettre ça en place. Absolument. D'accord. Renseignement déjà. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Si quelqu'un veut venir te voir, ça coûte? Alors, en général, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est moi qui vais voir les gens. Donc, par téléphone ou par email, ça ne coûte rien. Lorsque je me déplace, parce que le conseil n'est pas possible, c'est trop compliqué, on ne peut pas faire ça comme ça par téléphone, alors je vais voir la situation. Si ça concerne principalement le remplacement d'un chauffage ancien, il y a un financement qui vient de la Confédération, donc ça ne coûte rien parce que c'est payé par nos impôts fédéraux.
Et puis, si ça ne concerne pas le remplacement du chauffage, c'est aussi subventionné par le canton et par les communes, mais il y a une petite participation qui est demandée aux bénéficiaires, qui est à partir de 160 francs par consultation. Merci beaucoup. Une autre question qui est entrée, ça c'est pour toi, Moussia. Le Conseil fédéral met en consultation le programme d'allègement budgétaire 2027 qui prévoit l'abolition en fait du programme bâtiment, par exemple. C'est un scandale. Mais ce programme d'allègement, il a plein de mauvaises idées. Ça va créer des reports sur les cantons et sur les communes. Et c'est contre ce qu'on a voté au préalable avec la loi sur l'énergie. Donc j'espère qu'au niveau des chambres fédérales, ils sauront s'élever contre ces propositions d'allègement. Et les cantons l'ont déjà fait. Par exemple, justement, dans les assainissements des bâtiments qui sont un thème important dans la transition énergétique. J'ai une question sur les finances de Saint-Imier. Donc, je pense que c'est une question pour Monsieur le maire. Ça doit être pour moi, ça. Qu'est-ce que vous pensez? Combien est-ce que la transition énergétique va coûter Saint-Imier jusqu'à 2050? Et est-ce que vous avez les ressources financières? Alors, c'est une vaste question. Je n'ai évidemment pas la réponse comme ça, mais il faut voir, je pense qu'il y a deux volets. Il y a les aspects où la commune sera partenaire et puis va mettre en place des choses. Ça, c'est des crédits qui ont déjà été votés, qui devront encore être votés pour les installations qui se font sur les toits, pour les projets de chauffage à distance dont on a parlé tout à l'heure avec Patrick Haddad. Et puis après, il y a le volet privé. Donc, je pense qu'il y a aussi les privés qui doivent faire des investissements chez eux, de mettre une centrale... de mettre des panneaux photovoltaïques ou des panneaux thermiques sur leur maison. Donc il y a les deux choses. Mais actuellement, je ne peux pas vous chiffrer ce que ça va encore coûter pour la municipalité. Mais il est aussi clair que la municipalité doit faire des choses puisque ça s'inscrit dans la stratégie fédérale 2050 et qu'on doit aussi, à Saint-Imier comme ailleurs, finalement participer à cela. Mais c'est clair que c'est des choses qui vont coûter encore les prochaines années à la commune. Mais il faut le voir comme un investissement et puis pas comme vraiment une dépense comme ça à fond perdu. Voilà quand même une question pour les propriétaires d'immeubles que vous venez de mentionner aussi. On a en Suisse 1,8 bâtiments qui sont chauffés. Ce sont soit des bâtiments de bureaux ou de locataires, etc. Maintenant, de ces 1,8 millions, au moins 1,3 1004 ne correspondent pas à l'efficience énergétique qu'on aimerait bien avoir. Et puis, presque la moitié de ceux-là sont en propriété de gens qui sont déjà qui ont plus de 65-70 ans. Pour eux, ce n'est pas toujours facile d'arriver d'avoir les ressources financières pour faire, même s'ils veulent faire quelque chose. Mais comment résoudre ce problème? Est-ce que la commune est dans ça, ou les services industriels, ou est-ce qu'on peut trouver des solutions conjointes? Ok. Alors, la première chose qu'on peut faire pour essayer d'utiliser les subventions qui sont à disposition, dont on ne connaît pas forcément l'existence, c'est déjà faire appel à un conseiller comme M. Juvet, par exemple, qui s'occupe de donner des pistes. Puis après, il y a aussi, pour un bâtiment, d'abord, la réalisation de ce qu'on appelle ce certificat énergétique du bâtiment, ce CECB+, avec des conseils qui est subventionné tant par le canton que par la commune pour vous donner un petit peu le chemin qu'il faut faire pour être le plus efficace possible pour économiser l'énergie et donc les ressources financières. Faire des investissements qui sont rentables à 50 ans, c'est peut-être pas forcément la première priorité. Par contre, il y a toujours des investissements qui sont rentables de manière extrêmement rapide dans un bâtiment. Vous changez des fenêtres, vous faites de l'isolation, etc. Là, il y a des choses qu'on peut faire. Et puis, il y a un certain nombre d'aides. Sur le site de la commune de Saint-Imier, il y a des subventions aussi pour le chauffage solaire thermique. Il y a aussi pour les changements de pompes de circulation de chauffage. Il y a un certain nombre de choses qui sont soutenues. Mais l'important, c'est d'avoir le menu, si on veut, du repas. C'est ce CECB+. Et puis après, pouvoir prendre ces décisions pour investir vraiment dans la partie la plus efficace et qui a le plus de résultats. Et puis, il ne faut pas faire tout en même temps, forcément, non? Non. Et puis, ce que vous dites maintenant en termes des subventions, justement, de Saint-Imier, de la commune, ça, c'est en dessus, en fait, c'est en plus, en fait, des subventions du canton, bien entendu. On ne subventionne pas les isolations de façade, les fenêtres, etc. C'est des montants qui seraient beaucoup trop élevés. Mais il y a un certain nombre d'actions qui sont prévues. Si vous avez des idées d'actions supplémentaires, vous pouvez aussi nous les communiquer. La commission ad hoc qui s'occupe de ça va les évaluer. Peut-être qu'on pourra augmenter cette palette de soutien
C'est des soutiens qui sont financés par 0,2 centimes de votre consommation électrique. Quand vous consommez l'électricité à centimes, vous payez une taxe efficace énergétique et il y a un fonds qui est créé pour financer ce genre de choses. Il y a aussi le renouvellement de l'électroménager, par exemple. On a encore 3 minutes, sinon le vin va se chauffer. Donc, qui a encore une question là derrière, monsieur? Et puis ici aussi, et là aussi. Voilà, c'est bien. On se prend le temps nécessaire. Oui, merci beaucoup. C'est pour monsieur Juvet. L'année passée, on a installé deux pompes à chaleur. Et puis, pour recevoir la subvention, on a besoin du certificat CECB qu'on nous demande. On nous demande de payer 800 francs pour la réalisation de ce certificat. Et vu qu'on n'a pas de plan, vu que c'est une maison propriété par étage, on doit fournir des plans de chaque étage. Est-ce que c'est correct ou pas? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement, pour recevoir les subventions, il faut présenter un certificat énergétique après les travaux, dans le cas de subventions qui concernent le remplacement du chauffage. Donc la volonté en Suisse, c'est que tous les bâtiments aient leur certificat énergétique, et puis les cantons ont des moyens différents pour faire que ces certificats rentrent. Quelquefois, dans d'autres cantons, c'est uniquement dans le cas de la vente des maisons, ou dans d'autres cas, c'est lorsque c'est subventionné, ou dans d'autres cantons, c'est de toute façon, tous les bâtiments doivent le faire dans un certain délai, etc. etc. Donc, le canton de Berne a choisi ce moyen-là. Et puis, pour faire réaliser le certificat, l'expert a besoin des dimensions du bâtiment. Alors, il ne va pas exiger que vous lui fournissiez les plans et les mesures précises de toute votre maison. Il peut se débrouiller pour les calculer, les mesurer lui-même. Donc ça, c'est un arrangement que vous pouvez convenir. Ça vous coûtera moins cher si vous faites vous-même un peu des croquis, vous faites des mesures, ou bien alors c'est lui qui va estimer ses dimensions, ou bien vous faites faire les plans. Ça, c'est la solution évidemment très onéreuse par un architecte. De toute façon, vous appelez M. Juvet, comme ça le problème sera réglé. Voilà, on a une question ici. Merci. J'ai une question pour M. Henny aussi au niveau de Vous avez quand même du coup beaucoup d'énergie, surtout électrique, mais comment vous faites aussi en hiver? Vous avez votre chauffage au bois, mais du coup, est-ce que vous avez déjà vu comment mesurer l'économie de bois, ou est-ce que vous devez réduire la puissance des chaudières, ou est-ce qu'il vous sert encore à grand-chose, cette chauffage au bois? Ouais. Non, mais justement, si vous voyez, on aura à peu près 30 kW de chaleur disponible du biogaz qu'on pourra utiliser pour chauffer des immeubles. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que le digesteur et le post-digesteur, il faut qu'on le chauffe. On va chauffer à 45 degrés pour que les bactéries elles aient le bon environnement pour qu'elles puissent travailler et qu'elles soient le plus efficaces. Donc en fait, la chaudière à bois, elle ne va pas s'arrêter complètement, mais elle va faire l'appoint, on va dire. Donc elle va changer de rôle un peu. Après, la chaudière à bois, on l'alimente avec notre propre bois qu'on exploite dans nos forêts. Donc on a de la marge là au niveau du bois. David, une question additionnelle pour toi en fait du chat, c'est si on regarde maintenant le potentiel sur Saint-Imier, si tous les autres agriculteurs faisaient ce que vous faites, on arriverait à quel potentiel? Est-ce que vous avez une idée? Non, c'est difficile à dire. Il faudrait savoir, on va dire les UGB, donc les unités de gros bétail, le nombre de têtes de bétail qu'il y a. Puis en fonction de ça, on pourrait calculer le potentiel de biomasse qui est produit. Puis là, on pourrait faire un calcul, quoi. Ça, c'est sûr. Une idée? Alors, il y a un projet de biogaz à Courtelary, je crois. Je ne sais pas où c'est où sont les promoteurs. Et donc là, il y a potentiellement un endroit où pourrait être concentrée cette ressource en fait d'engrais de ferme et autres pour produire du biogaz, effectivement. Sinon, il y a une étude. Vas-y. Du coup, c'est la même étude. Mais vas-y. Mais parce que le Grand Chasseral est devenu Région Énergie, reconnu par la Confédération. Et puis, on a associé un truc que Espace Découverte Énergie fait, avec Jean-Luc Juvet, avec JBB, avec François Roquier. Il y a 3 projets qu'on développe. Et un, c'était faire l'état des lieux du potentiel de méthanisation de la région. Et on a regroupé les agriculteurs. On a pris l'exemple de M. Henny pour vraiment essayer de booster. Et on se rend compte que c'est un peu le mal-aimé. On dit, le thermique, on ne le connaît pas tellement. Et puis le biogaz, encore moins. Mais je pense, ce qui retient pas mal, c'est ce coût
d'investissement de départ. On nous a dit peut-être qu'avec la nouvelle loi, ça pourra booster. Mais de ce qu'on sait, effectivement, il y a projet potentiel à Courtelary. Le frein pour le moment, c'est l'investissement de départ. Et puis il y a un projet ici, chez Spielhofer, à l'interne, ils vont traiter, eux, le petit lait. C'est juste. Hein. Et donc, il y aura un projet juste ici en dessous à Saint-Imier, mais il y a du potentiel en cours dans la région et ça serait top que, je sais pas, qu'on arrive à faire du financement participatif comme on le fait sur les toits solaires et puis faire un peu un storytelling autour de ce biogaz. Et puis, si ça pouvait soutenir nos agriculteurs, ça serait top. Un début de cette étude, c'est justement de chiffrer le potentiel du Jura bernois. Donc, on devrait connaître mieux. On aura des éléments pour répondre plus précisément dans quelques mois. On fera un événement additionnel là-dessus. Voilà, là et derrière, il y avait une autre question encore. Voilà. Alors, ma question est un peu technique. Je crois savoir que par rapport aux panneaux thermiques, le meilleur rendement est à un certain degré et puis les photovoltaïques un autre. Ça veut dire qu'actuellement, quasiment la totalité des toits des maisons qui sont à 2 pans ont chaque fois un pan qui est très pauvre finalement pour récupérer l'énergie, puis l'autre qui est meilleur. On sait que normalement, on devrait avoir aussi une inclinaison, si on veut bien, une direction de la maison, plein sud, 10% ouest, pour avoir un rendement maximum. Pourquoi on n'oblige pas toutes les nouvelles maisons à avoir 2 pans qui seraient au top au niveau de l'énergie et aussi au niveau de l'orientation de la maison? Aménagement du territoire, monsieur le maire, comment vous allez l'organiser? Alors, non, mais c'est intéressant comme réflexion, monsieur Schwarz. Effectivement, je pense que ça pourrait être prévu dans des règlements de construction, on pourrait le prévoir. Après, c'est évidemment des contraintes aussi pour les propriétaires, pour les gens qui doivent construire, mais c'est quelque chose qui pourrait être réfléchi au niveau politique et peut-être introduit. Je pense que c'est pas une mauvaise idée, ça, de loin pas, mais après, effectivement, c'est des contraintes, c'est des choses, et on le voit. Il y a eu encore l'initiative solaire bernoise il n'y a pas longtemps qui a été votée, qui a été refusée par le peuple, où on allait même jusqu'à imposer des façades solaires, des panneaux solaires sur toutes les constructions existantes et sur toutes les nouvelles constructions. La population est encore pas toujours prête à faire le pas et n'a pas toujours envie de ces contraintes. Donc là, si on doit leur mettre encore des contraintes sur la forme du toit, ce sera peut-être pas tout à fait accepté au début, mais peut-être qu'on y arrivera. Je pense que c'est en tout cas une réflexion qui est intéressante. Moussiadi, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste dire qu'effectivement, les gens du canton n'aiment pas qu'on impose des choses. Par contre, on essaie de booster le photovoltaïque en façade, parce que ça, c'est vraiment un bon potentiel l'hiver. Donc, du coup, ça ferait peut-être une restriction de moins. Puis, on regarde pour que le toit soit optimal pour le thermique. Et puis, le PV, on le met en façade. Mais je pense que non, là, vous rêvez un petit peu. Non, mais c'est une très, très bonne idée. Je pense qu'il faut la reprendre au niveau politique. Mais je le vis. Oui, OK, parfait. Voilà. Alors moi j'ai une question très simple. Je suis face à la situation où j'ai un chauffage qui a 30 ans, il faut qu'on le change. J'ai 2 technologies face à moi. J'ai le pellet et puis le thermique ou la pompe à chaleur. Où est-ce que je vais? C'est facile chez moi. Non, c'est toi qui vas chez lui. Oui, on peut en parler et puis on pourra essayer de trouver une solution. Sachez aussi, je pense qu'avec le bois, il faut quand même aussi dire, il faut toujours voir, c'est une ressource qui est limitée, mais elle peut faire du sens. Hein. Voilà. Moi, j'ai encore une question juste. Chez moi, j'ai une chaudière à mazout, mais qui a 5 ans. Et en ayant fait un CECB+, on m'a dit que je ne pourrais pas avoir de subvention tant que je n'aurais pas changé ma chaudière à mazout. Maintenant, si je voulais avoir des subventions pour faire une enveloppe du bâtiment, changer mes fenêtres, en fait, je peux rien faire. Je peux pas toucher de subvention tant que j'ai ma chaudière à mazout. Alors, c'est la règle bernoise. Effectivement, c'est vrai. Donc, il y a dans tous ces programmes d'aide, il y a toujours des conditions, et puis on ne peut pas trouver des conditions qui satisfont tous les cas de figure. Alors, je suis désolé, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est maintenant un peu figé. Et puis, dans ces cas-là, je dis, essayez de faire autre chose en attendant.
Mais les autres choses, je ne sais pas si les panneaux solaires les thermiques... autres choses, ça peut être du solaire Ça, c'est subventionné. qui est subventionné, le photovoltaïque est subventionné, une voiture électrique, etc. Donc il y a aussi d'autres choses que vous pouvez faire ou agir au niveau du climat sur un autre sujet qui n'est pas énergétique, mais qui est mobilité douce, qui est nourriture, qui est comportement, qui est voyage, tout ça. Vous pouvez aussi faire beaucoup sans faire des travaux sur votre maison. Donc il faut voir un peu globalement, là, ça vous force à peut-être choisir d'autres sujets. Mesdames et messieurs, je prends la dernière question et je la laisse poser à la personne qui, sans l'avoir posée, ne pourra pas dormir ce soir. Voilà, monsieur. Là, il y a le microphone. Excusez-moi. C'est juste pour rebondir sur ce qu'a dit monsieur là. Quand on installe des panneaux, que ce soit photovoltaïques ou bien des panneaux thermiques, on ne dit jamais aux propriétaires, par exemple, que ce serait bien, avec un faible investissement, de pouvoir incliner ces panneaux pour qu'ils reçoivent le maximum l'été et le maximum l'hiver. Et ça, c'est pour des investissements minimum. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est fait dans les conseils qui sont donnés par rapport à cette problématique. Alors, c'est des choses dont on peut parler. Et puis, concernant le photovoltaïque, la Confédération donne des subventions plus élevées lorsque les panneaux sont assez verticaux. Il y a un bonus de verticalité. Mais je pense que vous avez dit, ça nous amène justement à la fin. Je pense qu'il est important, et ça on a entendu aujourd'hui, poser les bonnes questions. Donc, quand vous faites quelque chose, regardez, analysez le bâtiment dans sa totalité. C'est l'enveloppe, c'est la photovoltaïque, c'est le boiler, c'est l'électromobilité, c'est les fenêtres, c'est les portes. Posez toutes les questions, comment le combiner. Discutez avec les gens qui ont le savoir technique. Allez voir les gens aussi des services industriels, parce que si jamais vous pouvez vous connecter à un CAD, par exemple. Si vous avez des questions politiques, vous avez, vous avez un maire qui a les oreilles ouvertes. On a quelqu'un qui travaille aussi à Berne pour amener, par exemple, le futur aménagement du territoire à Berne, et puis on assure ça. Et puis on a des entrepreneurs ici qui sont sur place où on peut aussi aller voir des exemples. Si vous avez une maison, il y a aussi d'autres qui l'ont fait. Peut-être vous pouvez aider aussi à ce que lui pourrait après, par exemple, visiter une maison qui a déjà été rénovée pour avoir des idées comme ça a été fait. Moi, je pense que c'est au niveau du dialogue, travaillons ensemble, échangeons aussi les expériences. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir d'être ici avec vous. Aussi les gens à la maison, je vous salue encore une fois très cordialement. Moi maintenant, en fait, c'est le canton de Berne qui vous invite à un apéro ici. Là, on peut continuer à discuter ensemble et aussi avec les orateurs et oratrices. Donc, je vous souhaite maintenant un bon apéritif, de belles conversations et puis après aussi arriver à la maison bien. Et puis, pour terminer, j'aimerais encore que nous applaudissions encore une fois les orateurs. Alors, à l'apéro, c'est terminé.